Alors bonjour à tous, désolé de ce petit contretemps technique. Je suis ravi d'être aujourd'hui à ce festival du premier roman de Laval. Je suis David Medioni, je suis fondateur d'Ernest, qui est un nouveau magazine littéraire en ligne. C'est un nouvel ami qui vous donne des conseils de lecture, des conseils plaisir. Nous avons un stand un peu plus loin, donc vous pouvez venir nous voir. Mais surtout, je suis très très heureux d'animer cette rencontre littéraire avec James Noel et Mackenzie Orsel. Tous les deux ont démarré leur carrière littéraire avec la poésie. Des points chauffés à blanc, Migration des murs, etc. pour James, Sans ailleurs, Douleur de l'étreinte, Nuit des terrasses pour Mackenzie. Et ensuite est venu le premier roman, Les Immortels pour Mackenzie, cette plongée dans le cœur d'Haïti et dans la vie des invisibles. James Noel, vous avez publié cette année Belle Merveille, qui est une variation subtile sur l'amour et avec le le tremblement de terre d'Haïti. La première question que j'avais envie de vous poser à tous les deux, c'est pourquoi un jour le poète que vous étiez, s'est-il décidé à passer à l'écriture romanesque et au roman? Mackenzie, allez. Bon, au fait, faudrait parler un peu faire une petite virée à travers la littérature haïtienne. C'est une littérature qui a vraiment commencé à partir avec la poésie. L'acte de l'indépendance haïtienne, c'est un poème. On est d'accord, James? C'est un poème de Bois-en-Tonnerre. Voilà. Et puis on a une très grande tradition de poésie. C'est un pays qui a produit beaucoup de poètes, de romanciers aussi. Moi, j'ai eu la chance très tôt de rencontrer des poètes, de participer à des soirées de lecture, de poésie. En Haïti, on les voit, ils sont là, les poètes, dans les bars, dans les cafés, partout dans la ville. Et je pense que ça m'a permis d'aller directement, sans détour, vers la poésie. Et en Haïti, quand on dit qu'on est romancier, bon, ok, ça va. Pour beaucoup de lecteurs haïtiens, le romancier, c'est peut-être quelqu'un c'est un écrivain efficace, très efficace, qui raconte une histoire avec une intrigue et tout. Mais le poète, dès qu'on dit poète, le lecteur haïtien, il regarde tout de suite, il lève la tête parce que ça veut dire quelque chose. Mais moi, je n'ai pas commencé par la poésie. J'ai publié des recueils de poèmes. Je pense que je continue à être poète. C'est tout ce que je veux être. C'est ce que je sais faire. C'est-à-dire d'essayer d'être dans un rapport organique avec la langue, d'essayer de trouver de nouvelles formes d'expression, d'essayer de remuer la langue un peu, de trouver ma voix. Donc j'ai publié 8 recueils de poèmes et des récits. Ils disent que c'est des romans. Et moi je pense que c'est un espace libre, infini, qui me donne la possibilité d'écrire beaucoup. Donc moi j'écris beaucoup. Et quand on écrit beaucoup, on dit que c'est un roman. Mais moi je ne sais pas vraiment raconter des histoires, construire une intrigue et rester trop collé à mes personnages. J'aime bien de temps en temps sortir un peu et faire des trucs pour moi avec la langue, m'amuser aussi et essayer de dire ce que j'ai à dire. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, James? C'est-à-dire que finalement, quand on écrit de la poésie et du roman, on fait la même chose et qu'il n'y a pas une totale différence entre les deux choses? Je risque d'être d'accord assez souvent parce que Mackenzie est un poète vivant, comme moi en attendant, donc pour moi c'est lourd de sens, et de sang et tout le reste. Et ouais, en fait, c'est simple. C'est-à-dire, pour moi, la poésie permet de tout dire. Et
ton langage, le métalangage, qui permettent de capter l'univers dans un vers, mettre le monde dans un mot. Et donc du coup, à partir de là, justement, le poète peut se permettre de ne pas céder aux sirènes, aux lois des genres, que ce soit le roman, que ce soit les essais, que ce soit... moi, justement, grâce à ça, pour tout ça, justement, je me permets de sombrer dans plein de genres, de faire, par exemple, une revue, alors que ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié à l'école. La poésie, vraiment, c'est vraiment un participe de l'école buissonnière par excellence, et puis et ça permet, ça donne les moyens aux démunis grandioses que sont les enfants, que sont ceux qui cherchent, les chercheurs d'eau. Donc du coup, avec ça, tu as tout. Et tu es. C'est-à-dire, pour moi, vraiment, la vraie richesse, c'est le fait d'être. Et en cherchant, en creusant, ben voilà, on devient. Donc du coup, et pour moi, justement, je n'ai pas passé du roman, de la poésie au roman. Je continue ma route. Évidemment, il y a cette route qui est peut-être une autoroute, qui est la fiction, mais c'est le poète, c'est un volant. Et mon roman, par exemple, Belle Merveille, commence par Papillon. Et pour parler d'une ville qui s'appelle Port-au-Prince, donc Pap, c'est les initiales de Port-au-Prince, et qui. Papillon, c'était tout mon roman. Pour moi, c'est voilà, le langage du poète, c'est tout. Évidemment, tu envoies cette courte phrase à un éditeur, ben, t'es pas accepté. Moi, j'ai dû développer. Mais malgré tout, quand on passe au roman, que ce soit dans Belle Merveille ou par exemple dans Les Immortels, il y a quand même la création d'une histoire qui chapeaute l'ensemble, ce qu'il n'y a pas forcément dans la poésie, qui est quelque chose de plus, on va dire, spontané, de plus synthétique. Comment vous avez travaillé, du coup, tout en restant dans cette logique du poète que vous venez d'expliquer, comment vous avez travaillé pour créer cette fiction de cette histoire d'amour dans Belle Merveille, ou créer cette histoire de cet écrivain qui raconte finalement l'histoire des prostituées qui ont disparu lors du tremblement de terre? Enfin, dans Les Immortels, je ne sais pas vraiment s'il y a une histoire. Mais quand on veut écrire un livre comme celui-là, il faut trouver des mots pour mettre sur les visages, pour mettre dans la bouche des personnages. Et donc je voulais juste tester quelque chose, puisque moi j'étais avant ce livre et j'avais publié que des recueils de poèmes, et je me suis dit, est-ce que peut-être qu'il n'y aurait pas moyen de mettre la poésie au service du roman, du récit, ou l'inverse. Et donc j'ai essayé de faire un recueil, c'est-à-dire un recueil de textes, disons de poèmes, mais en même temps de camper des personnages avec des vers, avec les vers de ce recueil de poèmes. Donc ça a donné ça. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais je voulais faire cohabiter la poésie et le roman dans le même livre. C'est-à-dire que les lecteurs puissent lire quelque chose qui ressemblerait qui serait une histoire, mais aussi rester dans la langue, dans une langue poétique, très, très imagée, très, très métaphorique, très forte. Voilà, et c'était ça la démarche. James, c'est pareil, la même démarche encore, ou c'est un peu différent? Parce que dans Belle Merveille, il y a quand même vraiment cette histoire d'amour, ces 7 ans, ces flashbacks, finalement, ça ressemble vraiment à un roman. Donc, sans parler du genre littéraire, comment tu as travaillé là-dessus? En fait, moi, je pense que je serai un primo-romancier jusqu'à la fin de mes jours, parce que, dans le sens que ce qui importe pour moi, c'est la poésie. C'est-à-dire, même quand j'ai une histoire à raconter, je veux tout dire. C'est-à-dire, quand le roman sort, évidemment, apparemment, il faut raconter une histoire. Pour moi, c'est une toile d'araignée. Il y a 1000 histoires.
il y a des micro-histoires, mais en même temps tout ça se relie. Je peux tricher pour faire en sorte justement de faire suivre le personnage pour être défendable en tant que primo-romancier, mais avant tout pour moi les histoires ne m'intéressent pas. En plus, ça parle aussi de tremblement de terre, 300 000 morts. Pour moi, pour prendre pied quand on écrit, pour vraiment s'exciter et exister, ben, c'est pas des histoires de 300 000 morts, on est dans le désir évidemment. Et faire désirer en parlant de choses aussi macabres, et là ça devient intéressant pour le poète. C'est-à-dire, je dis, mais tiens, ouais, tout le monde, voilà, dans ce cirque, ce concours de beauté, ben, comment procéder? Et bien là, je dis, tiens, là c'est quand même plusieurs catastrophes mises dans un mixeur, malaxeur. Qu'est-ce que ça peut produire comme feu d'artifice dans le ciel des idées? Et donc du coup, j'ai eu le parti pris de prendre plusieurs événements, c'est-à-dire l'arrivée en masse des ONG après le tremblement de terre, donc le tremblement de terre pour commencer, l'arrivée en masse des ONG en Haïti, et le choléra et tout ça, ce sont des événements. Et il y a une expression qu'on utilise couramment en Haïti qui est belle merveille. On croit que c'est quelqu'un qui voulait avoir un très beau titre pour la rentrée, mais c'est une expression qu'on utilise couramment en Haïti, belle merveille, qui veut dire incroyable mais vrai. Donc j'ai mis toutes ces catastrophes-là dans un mixeur, et puis en même temps, pour essayer de rendre heureux la personne qui traverse, rendre heureux dans cette traversée de nuit. Donc c'est ça le parti pris. Donc du coup, dans tout ça, il y a beaucoup d'épices, beaucoup de sexe, beaucoup d'amour, beaucoup de voyages, et tout ça se lit comme si de rien n'était. Donc c'est ça qui m'intéressait, avec mes petits problèmes et mes petits poèmes. Oui, vas-y. Je veux juste ajouter quelque chose par rapport à l'idée qu'on reste primo-romancier. Ça, c'est très important. Moi, ça m'étonne toujours de voir mes livres sur une table, par exemple, dans un salon, parce que je n'ai pas vu passer ce temps de création. Je ne l'ai pas vu passer. Et je pense que chaque livre en chantier, c'est un nouveau livre. Il ne faut pas se mentir. L'auteur qui est en train d'écrire, il apprend à écrire le livre qu'il est en train d'écrire. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de certitude. Enfin, je ne sais pas, je parle pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de certitude. Voilà, je suis en train d'écrire un livre, je vais y arriver, c'est bon, voilà, tout va bien. Il n'y a pas de tout va bien. C'est-à-dire, on écrit ce livre, on met tout ce qu'on est, tout ce qu'on n'est pas, on met son sang, son temps, voilà. On se visse les fesses sur une chaise, on peut passer 20 heures sur un paragraphe pour essayer de trouver la bonne musique, voilà. C'est du travail. Et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, dans ce moment, dans cette parenthèse de création, on apprend à écrire mieux. On apprend à peaufiner, affiner sa démarche. On apprend à essayer d'aller vers autre chose. Et cette envie, cette velléité de vouloir aller plus loin, se dépasser, ça passe par un grand moment d'apprentissage. Et dans vos deux univers, il y a l'importance aussi de la grande histoire, c'est-à-dire le tremblement de terre à Haïti, finalement de ce qui se passe, du monde qui nous entoure, et de l'importance de cette grande histoire sur nos destins individuels, sur nos destins personnels. Pourquoi cette imbrication entre les deux vous a intéressé, et pourquoi vous avez justement toujours en toile de fond le monde qui nous entoure? Apparemment, nous sommes jusqu'à présent plus ou moins des terriens. Aussi simple que ça, c'est-à-dire on n'est rien, mais on est des terriens. Donc, ouais, c'est-à-dire, on peut écrire à Tombouctou, on peut écrire au Mali, à New York. On est malgré soi universel, parce que il se trouve que c'est un bonhomme de la planète Terre qui est connecté à l'univers tout entier, qui écrit ça. Et en plus, quand on est écrivain, je pense que c'est le cas des artistes, des photographes, quand on prend ce travail plus ou moins au sérieux, eh bien, on fait partie d'une lignée, et surtout un lecteur, un écrivain, avant tout, c'est un apprenti sorcier. Il apprend, il lit.
Et en Haïti, par exemple, il y a cette tradition justement pour les poètes, les écrivains, de ne pas se contenter seulement d'être des lecteurs. On est des bibliovores, on mange des livres. Donc du coup, pour écrire, justement, on est constamment, on procède par beaucoup de convocations. C'est-à-dire, quand je suis en panne, des fois, je pense à ce bonhomme, hein, je dis, ah, Mackenzie aurait réagi comme ça là. Là, Trouillot aurait réagi comme ça, Dani, Pessoa, Césaire, Hugo, Rimbaud, tous mes potes, quoi. Tous les amis d'enfance, voilà, vraiment, ils sont toujours là. Et puis il y a des vers qui sont toujours là. Tout ça, ça nous permet de voilà. Ce sont des bouées de sauvetage ou des parachutes, tout ce qu'on veut. Mackenzie, c'est pareil pour toi ou... Comment, et justement, dans cette histoire, Les Immortels, là, il y a ce moment où finalement la prostituée croise l'écrivain et lui dit tu vas écrire l'histoire des prostituées mortes dans le tremblement de terre. Et finalement, c'est le tremblement de terre, c'est cette dramaturgie qui lui est arrivée, qui l'a conduit à agir comme ça. C'est quoi finalement le rôle de la grande histoire sur nos vies? On fait de la littérature avec du réel, ça il ne faut pas l'oublier. La notion de local en littérature, ça n'existe pas. La littérature parle de nous, la littérature parle de l'humain. Et l'humain habite la terre, l'humain nous habite, nous sommes des humains. Donc il n'y a pas de centre. Donc celui ou celle qui écrit à Port-au-Prince ou à Bamako et celui ou celle qui écrit à New York ou à Paris, il parle de nous. C'est notre réel, c'est la vie, on met la vie dans les livres. Alors, bon, le tremblement de terre, c'est pas important. En tout cas, c'est pas important, c'est une catastrophe. Il n'y a pas. En écrivant Les Immortels, je ne me suis pas dit, je suis en train d'écrire un livre sur une catastrophe naturelle. Les catastrophes naturelles, ça arrive encore. Nous sommes des catastrophes politiques, catastrophes humaines, catastrophes sociales. On parle des migrants ici, la politique, les cheminots, tremblement de terre, voilà, Donald Trump, voilà, c'est des catastrophes. Donc, on fait avec ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Donc, le tremblement de terre dans mon livre, que je me permets de le dire, et dans celui de James, c'est un décor. C'est un décor. C'est-à-dire, je me suis posé la question, enfin, tous ceux qui voulaient écrire un roman après le tremblement de terre, après 10 janvier, je pense qu'ils se sont posé cette question aussi. Après 12 janvier. Bon, c'est tellement voilà, catastrophique. Et donc, est-ce qu'il faut planter le décor dans la ville d'avant ou dans la ville d'après? Bon, j'ai décidé de planter le décor de mon livre dans la ville d'après et puis d'essayer de trouver une fin à mon personnage qui devait absolument mourir. Et donc j'ai trouvé que voilà, finir sous les décombres, voilà, tisser des liens comme ça entre des voix de prostituées, la ville, les femmes, les trottoirs, dehors, les cris, les larmes et puis les décombres, voilà. J'ai essayé de trouver un truc. Dans un de tes livres, je crois que c'est dans Les Immortels, mais je ne sais plus dans lequel c'est exactement, il y a cette phrase « Un homme poète, c'est un peu comme une femme engrossée par les mots ». Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as voulu dire par là? Je ne sais pas. Un homme, c'était quoi la phrase? Un homme poète, c'est un peu comme une femme engrossée par les mots. Moi j'ai écrit ça? Oui. Est-ce que ça veut dire que finalement... Bon, c'est peut-être vrai ou faux, mais un homme poète, c'est... Oui, bien sûr, parce que on accouche un poème. C'est Paul Claudel qui disait, l'organisation, enfin l'inscription sur le papier exige une organisation intérieure. Moi je travaille comme ça, surtout mes poèmes. Je les travaille beaucoup dans ma tête, beaucoup dans mon ventre, beaucoup dans mon cœur. Voilà, le poème est là, je travaille dans ma tête et après, boum, quand il est prêt, je le sens et là, j'accouche. Et donc je pense que mon personnage a voulu dire ça et ouais, à travers cette phrase.
bizarre. C'est pareil pour vous, James J'ai dit ça aussi. Non, vous n'avez pas dit ça aussi, mais justement, est-ce que vous comprenez cette phrase et est-ce que vous le vivez pareil? Au fait, je pense que ce qui fait poème ou problème dans votre tête, c'est le mot engrossé. Pas forcément, non, c'est de savoir si... Oui, c'est engrossé, ouais. Engrossé, c'est une façon de dire, de mettre enceinte quelqu'un. Oui, quelqu'une, je sais pas. Donc du coup, c'est ça. Oh oui, donc c'est une phrase belle merveille, c'est un petit événement dans la langue. Une phrase belle merveille. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire dans un roman et qu'on ne dit pas dans un poème? C'est quoi la différence? Moi, je pense que tout ce qu'on peut se dire, tout ce qu'on peut dire dans les songes et dans le mensonge est pour la littérature et pour le roman. Et Mackenzie? Oui, je pense que la littérature est vraie. La littérature est vraie, qu'on écrive un poème ou, je sais pas, un roman, une nouvelle, on est dans le vrai, à ne pas confondre avec la vérité. C'est-à-dire, il y a plein de remises en question possibles quand on est en face d'une vérité, quand on nous dit qu'on est en face d'une vérité. Mais quand on est dans le vrai, on est peut-être dans un truc, dans l'inexplicable, dans l'insaisissable, mais ça nous émeut, ça nous étonne, c'est beau. Et le vrai, c'est comme une sorte de parfum qui nous saisit comme ça, et on ne comprend pas. Tout à l'heure, on en parlait avec Virginie, ouais, on parlait de littérature, et voilà, souvent on se retrouve devant un paragraphe, une phrase, on ne comprend pas grand-chose, mais ça nous sort de nous-mêmes, ça nous remue, ça nous ravage. Et donc, que ça soit dans la poésie, on lit un vers, on ne comprend pas grand-chose, mais putain, c'est beau. Voilà. Et puis, voilà, c'est jamais une erreur. Et donc, jamais une erreur, la terre est bleue comme une orange. Ouais. Jamais une erreur, la terre est bleue comme une orange. Et donc, c'est ça le vrai. Et non seulement c'est dit, et puis avec jamais une erreur, mais en même temps, sans le savoir, peut-être c'est vraiment la vraie petite science par excellence. C'est-à-dire, Paul a écrit ça avant même la science, avant qu'on sache que la terre était blonde et avait la forme sphérique comme l'orange. C'est-à-dire, non seulement c'est beau, mais ça dit tout. Et voilà, et puis, par exemple, par rapport au tremblement de terre, écrire ce livre, c'est pas pour revisiter un tremblement de terre, c'est pas pour le décor seulement par rapport à l'humanité et l'humanitaire qui était présent, parce que ça dit non, c'est l'humanitaire, mais en même temps, et voilà, c'est pouvoir écrire quelque chose qui a existé et puis dire tout ça en évitant de mentir. C'est affreux. On parle d'une catastrophe. C'est-à-dire, moi ce qui me venait souvent en tête, c'est-à-dire que j'avais envie d'écrire, j'avais envie de commencer mon livre par aujourd'hui, ma ville est morte, par exemple. Mais tout de suite, tout le monde allait me tomber dessus. Ah, imitateur de Camus, mais la ville est morte, le cadavre est là. Donc du coup, c'est comment faire pour ne pas mentir, pour faire vrai alors que c'est vrai. Donc du coup, c'est très complexe. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Mackenzie, justement. On apprend beaucoup, pas seulement sur l'écriture en écrivant. On apprend sur la vie, sur l'existence, sur la philosophie, la métaphysique et des plaques tectoniques. Donc c'est affreux, c'est sublime, c'est grandiose. Et quel est le rôle de la littérature finalement pour vous? C'est quoi la littérature? Qu'est-ce qu'elle doit apporter? Est-ce qu'elle doit surprendre? Est-ce qu'elle doit bousculer? Est-ce qu'elle doit chambouler? Est-ce qu'elle doit émouvoir? Est-ce qu'elle doit faire tout ça? Pour vous, c'est quoi la littérature et c'est quoi son rôle? Certains disent souvent, et je suis assez d'accord avec cette phrase, que la littérature peut sauver des gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qu'est-ce que c'est que la littérature pour vous? Je sais pas. Moi, je veux être poète, c'est-à-dire ne pas avoir de hier. En même temps, je veux avoir la poésie comme paire de lunettes pour avancer dans ce monde troublé. Et donc, c'est pour déchouquer le mystère. Un autre mot, déchouquer le mystère. Et alors, qu'est-ce que c'est que déchouquer le mystère? Déraciner, enlever quelque chose de sa souche
Justement, moi en écrivant, justement, on parle de déchocage, de tout ça. C'est-à-dire que je ne veux pas être haïtien en écrivant, je ne veux pas être français, je ne veux pas être. Je veux même pas être un être humain. C'est Victor Hugo qui disait soyons des monstres. En ce sens, voilà. Et c'est la littérature justement qui permet de plonger comme ça, et sans savoir avec quoi on va remonter, si on remonte. Donc ouais, la littérature, c'est rien, mais c'est là qu'on peut avoir accès à tout, pas pour avoir des clés, mais pour comprendre, pour avoir la recette des mystères. Tu es d'accord avec ça? Il a tout dit, il a raison. Mais non, mais c'est vrai, la littérature, c'est rien, c'est tout. Et l'écrivain, c'est un monstre. Enfin, parfois, j'ai honte de moi. Et je m'enferme dans une pièce, j'y passe 20 heures, 24 heures à écrire. Voilà, 6 mois, 1 an. J'ai mis 4 ans à écrire L'ombre animale tous les jours. Et à côté, il y a un monde, il y a la guerre, il y a des gens qui souffrent, il y a la faim. Et moi, je suis là, enfermé dans une pièce. J'écris. Je dis, pourquoi tu fais ça? T'es con. Sors, va faire les manifs, va faire un truc plus utile. On ne sait pas. Et moi, je continue. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de... Enfin, c'est important pour moi. C'est urgent. C'est ce qui me permet d'exister. Si j'arrête d'écrire, c'est fini. Voilà, je m'ennuie beaucoup. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. C'est ma bouffée d'air. Mais sinon, je pense que c'est important aussi, après l'écriture d'un livre, le livre est publié, comme ça, par hasard, on tombe sur quelqu'un qui te dit « c'est formidable, mais si, vous avez raconté mon histoire, vous m'avez fait ça, j'ai senti ça, j'ai vécu ça, j'ai fait la route avec vous, merci ». Un lycéen qui a lu ton livre, et voilà, ça lui a ouvert la conscience, ça lui a dit quelque chose, ça lui a parlé. Et donc, moi je pense que c'est les petites satisfactions qu'on a. Et après, les écrivains, il ne faut pas leur donner de cahier de charge, il ne faut pas leur demander de changer le monde. Le monde est très, très, très complexe. Donc je pense que la littérature nous permet de regarder le monde en face et elle nous donne à goûter aux saveurs de ce monde. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, à vous deux, la littérature? Quels sont les livres, les auteurs qui vous ont influencé, qui vous ont donné envie d'aller vers cette discipline de poésie, d'écriture? Et voilà, quels sont les moments où vous avez été bouleversé par des livres? Par qui vous avez été bouleversé? Quel lecteur vous êtes en fait? Moi je vis avec les livres. C'est obligé, on est écrivain parce qu'on a lu, donc la question ne se pose même pas. Après, moi j'aime bien les déchirer, les écrivains, les écrivains qui me donnent l'impression, bon, on va dire les écrivains qui me déniaisent. Voilà, moi je pense qu'avant j'étais un truc, j'étais pas raffiné, je savais pas parler aux gens, j'étais pas sociable, je savais pas ce que c'était le voyage, j'aimais pas les humains, je ne m'aimais pas. La littérature m'a appris à m'aimer, à t'aimer, à aimer James, à comprendre, à vous écouter. Ça m'a déniaisé. Un livre comme Les raisins de la colère, c'est un livre qui vous déniaise. Voyage au bout de la nuit, ça vous déniaise. Et tant d'autres, les poèmes de Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Nerval, les chants de Maldoror, c'est des textes qui vous déniaisent. Le gouverneur de la Rosée, Amour, colère, folie, les livres de Jacques-Stéphane Alexis, L'homme sans qualité, plein, les livres de Saramago, c'est des livres qui vous transforment. Et je pense que quand on a été bercé, transformé par plein d'univers comme ça, après on a envie de continuer. Moi je vis avec les livres, sans les livres, rien n'a plus de sens. Et sans l'écriture aussi, parce que bon, je suis là, c'est grâce
c'est grâce à ça, parce que j'écris. Si j'arrête d'écrire, je l'ai dit tantôt, c'est fini. Voilà. James, quelles sont les influences Moi, je signe ce qu'il dit. D'accord. Et si tu devais retenir peut-être un auteur qui a irrigué ta vie? Je signe. Au fait, c'est un auteur... Il en a cité plusieurs. Moi, je suis... comment dire? J'allais dire bipolaire, c'est pas le mot, ça peut choquer les gens. Et... Ouais, comment... Ouais. Moi, je change d'humeur. Donc, du coup, il y a... Je suis une fleur de saison. Genre, il y a des écrivains pour chacune de ces humeurs. C'est-à-dire, quand je suis triste, je ne peux pas écouter Léo Ferré, par exemple. Je me suicide. À chaque fois que je me suicide, j'ai honte d'avoir écouté Ferré. Donc, du coup, là, on parle de livres. Pour moi, c'est pas des livres. C'est dans la vibration. On est dans des êtres justement ultra sensoriels. On vit, on regarde. Moi, je lis avec mes dents. C'est-à-dire, quand un auteur me travaille, me traverse, je souris. Donc, je lis avec mes dents, je regarde avec mes oreilles, je sens avec mes pores. Et puis, c'est... Les références, c'est pas seulement les auteurs. Hein. Des fois, les phrases qui nous marquent le plus, c'est vraiment dit comme ça, de la spontanéité par un passant, par un enfant. On va au marché, il y a quelqu'un qui sort un truc, et puis on reçoit la claque, et puis en même temps, chez les auteurs, c'est plutôt une adresse souvent sûre. Tu sais que bon là, quand on dit on lit un classique, et puis là c'est souvent une valeur sûre, mais il y a en même temps on adore l'imprévisible, et souvent justement ça s'achète pas dans les librairies. Et vive les libraires, hein, ça attention, hommage aux libraires, mais en même temps c'est vraiment hommage comme ça, et puis on entend une phrase, c'est comme si on était venu au monde pour entendre ça à ce moment-là, et là c'est la magie. Et la littérature, c'est vraiment l'espace de la magie. Comme on est de la Mayenne, on me dit que c'est vraiment la terre aussi de la sorcellerie, de la magie. Moi, je pense que la création, voilà, c'est vraiment la chaudière par excellence, mais vraiment la magie de l'existence. Et beaucoup d'auteurs m'ont marqué, voilà. C'était... la plupart, mais il y a la Bible, il y a le Coran, il y a tout et ce contraire. Et on veut être bousculé, on est plutôt en colère quand il y a un tremblement de terre, parce que c'est affreux, il y a trop de morts. Mais on veut être dans les tremblements. Et quand on passe une journée sans trembler, mais on ne se sent pas déniaisé, on sent que, en Haïti on dit on est rase, c'est-à-dire on est, encore un autre mot, on s'ennuie, et ouais, on s'ennuie. Pourquoi écrivez-vous? Je sais pas pourquoi je fais ça. Tu sais pourquoi tu fais ça, James? Non mais je pense que j'ai peut-être des choses à dire, j'ai peut-être des choses à évacuer. Voilà, pour mettre de l'ordre d'abord dans le chaos de ma vie, et ensuite essayer d'interpeller des gens, d'inviter des gens, par le monde entier, parce que moi j'écris pas pour tout le monde. Ça je le dis toujours, j'écris pour une petite communauté, pour James, quelques potes, ils sont peut-être une dizaine. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, je le sais. Une dizaine de personnes, une vingtaine, j'écris pour eux. Et après, il y a un éditeur, ça sort, ça touche un large public, voilà, des accidents de parcours. Et donc voilà, je prends soin de moi. Je sais que si j'arrête, c'est bizarre, l'auteur, en tout cas moi, je suis comme un récipient qui se remplit d'un côté, qui se désemplit de l'autre. Donc j'écris un livre, je dis ah bon voilà, ça va, je l'ai fait,
Et j'ai réussi à décoincer ce truc-là qui me faisait mal. Maintenant, ça va. Et la minute d'après, hop, ça revient. Donc c'est comme, voilà, c'est comme un petit vide là qui s'élargit, qui grandit. Et parfois j'ai l'impression que ça va m'engloutir. Donc je dois écrire pour essayer de me soulager. Après, bon, comme on fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait avec du réel. Il y a les enjeux sociaux, il y a la politique, il y a l'histoire, il y a les livres qu'on a lus, il y a les voyages, les chansons qu'on a écoutées, les gens qu'on a rencontrés, nos amours, nos colères, nos questionnements, nos mal-être, nos angoisses existentielles. Donc, il y a tout ça qui passe. On essaie aussi en même temps de mettre de l'ordre dans le chaos, mais aussi de montrer tout ça, de donner à voir tout ça. Mais c'est pas sûr parce que moi quand j'écris un livre, j'ai l'impression que le lecteur ou la lectrice n'a rien compris. C'est moi qui me dis ça. Ils n'ont rien compris, je recommence. Donc c'est comme, voilà, se gratter la plaie, et on recommence, on se répète, voilà, on est l'auteur du même livre, voilà, on se répète parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas écouté et qu'il fallait recommencer pour soi et voilà, et pour cette petite communauté. C'est pareil, James, vous écrivez pour une vingtaine de potes? Je signe. Au fait, pourquoi écrivez-vous en fait? Pourquoi j'écris? Je me suis jamais posé la question. C'est pas une question. C'est pas une question. Non, en Haïti, justement, on dit que c'est le seul pays où dès que tu arrives là, tu as mis le pied en Haïti, il y a quelqu'un tu poses une question, la personne te répond par une question, quoi. Justement, on est face à une équation là, l'écriture. Donc du coup, c'est pas une question, c'est trop. C'est une équation. Et moi, ce qui m'a poussé à me positionner quelque part, j'ai toujours dit que j'écris pour avoir de mes nouvelles. Et pour moi, c'est l'écriture, il y a tellement de choses qui se passent là. C'est-à-dire, des fois, on écrit quelque chose qui nous échappe. Et puis c'est plus tard, quand il nous arrive de nous relire, ou de se lire, parce que des fois on écrit sans lire ce qu'on écrit vraiment. Et là, tiens, il y a des choses qui se révèlent. Et, voilà, on voit que, et on avait écrit qu'on serait avec Mackenzie à Laval, mais c'était écrit comme ça pour rigoler. Et donc du coup, là, on ne rigole plus parce que c'était écrit avant, on disait ça pour rigoler. Donc on voit que c'est un jeu sérieux. Et moi, ça m'a toujours intéressé. Et avant même cette posture d'écrivain, de poète, quand j'étais à l'école, c'est-à-dire j'écrivais pour les filles que j'aimais, j'étais très timide, je n'osais pas exprimer ma flamme. Et j'écrivais un poème pour cette fille-là, le lendemain. Bonjour James, comment vas-tu? Et là, putain, c'est comme si, voilà, moi c'est cette magie-là, voilà, qui me travaille. Quand je dis que j'écris pour avoir de mes nouvelles, et c'est vraiment cette dimension, ce que je trouve d'ailleurs chez pas mal de poètes comme Aimé Césaire, quand je dis je te commande d'exister, et c'est ce que je trouve ça chez René Char, et chez mon pote Mackenzie, chez les poètes, il y a vraiment cette quête. Et moi, par exemple, c'est ce qui me. Qui décide encore peut-être de faire carrière. Moi, j'aime bien les personnes faire carrière parce qu'on voit le sable, voilà, il y a un truc qui te brasse, qui brasse, voilà. Mais on ne sait pas vers quoi on va, c'est pour ça que c'est intéressant. Plus c'est flou, plus ça nous donne envie de décoincer des nuages, justement, pour essayer de faire jaillir l'éclaircie. Si vous aviez si vous deviez être une héroïne ou un héros de fiction, ça serait qui?
Moi? Toi? Ouais. James. Un héros. Ah oui, c'est sa réponse. Si vous deviez être un héros ou une héroïne de fiction. Ouais. Et... Vous n'avez pas le droit de dire vous, ça a déjà pris. Mais je peux réfléchir, non? Héroïne. Ah, il y a la drogue héroïne. Hein? Il y a une drogue qui s'appelle héroïne. Héroïne. Pas mal, pas mal. Pas mal. Est-ce que vous avez des questions dans la salle que vous souhaiteriez poser à James et Mackenzie? Madame, attends, je vous apporte le micro. Bonjour, merci. Moi j'aurais une question pour Mackenzie. Tout à l'heure vous avez parlé du rapport organique que vous avez lors de la poésie, la langue, rapport organique avec la langue. Est-ce que vous écrivez en créole justement? Est-ce que c'est votre langue maternelle ou pas? Oui. Oui. Est-ce que vous avez ce même rapport? Vous écrivez en français généralement? J'écris dans les deux langues. Vous écrivez dans les deux langues? Ouais. D'accord. Ma question c'est en fait de savoir, est-ce que vous écrivez de la même façon en créole, vos poèmes? Est-ce que votre rapport est le même avec votre langue maternelle? La même exigence? Ouais. C'est très important pour moi. D'accord. Parce que c'est pas la langue qui fait la langue. C'est-à-dire la langue, je vais expliquer. La langue, le français, le créole, l'espagnol, l'anglais, c'est juste un matériau que j'utilise pour arriver à ma langue. Ma langue est la langue d'auteur, ma voix, ma petite touche, ma petite musique, mon style, ma personnalité, mon individualité. C'est ça. Le français ou le créole, c'est pas ça l'important. On peut écrire dans la langue qu'on veut. On écrit dans toutes les langues du monde, mais ce sont des matériaux. On peut avoir des exigences différentes avec ma langue maternelle, mon créole. Je n'ai pas les mêmes exigences que lorsque je parle en français. Parce que oui, non, mais quand je parle d'exigence, c'est mon exigence d'auteur, d'écrivain. Voilà. Et après, bon, voilà, quand je suis avec James, avec Pascal Monet, on parle créole tout de suite. C'est un réflexe, c'est un trip d'haïtien. On parle créole tout de suite. Quand on parle français, peut-être qu'on réfléchit un peu pour trouver le bon mot. Voilà, c'est un truc parce que cette langue, moi, je l'ai apprise à l'école. Je l'ai kidnappée dans les journaux, dans les livres. Et le créole, c'est un truc tout de suite. Après, bon, il y a l'imaginaire aussi qu'il ne faut pas oublier. L'imaginaire de l'auteur. Un auteur qui est habité par deux langues, comme nous, le français et le créole, ben, il y a tout un imaginaire. L'imaginaire que j'ai rencontré à travers la langue française n'est pas forcément le même imaginaire que dans lequel j'ai grandi en créole. Donc ça fait, il y a toute une musique, rara, carnaval, le soleil, la mer, les plages, poissons boucanés, rhum babankou. Donc il y a tout ça, le vaudou, l'enfance, le quartier. Donc voilà. Et puis la langue française que j'ai rencontrée après à travers les Victor Hugo, les Mallarmé, les machins, les trucs. Donc tout ça, ça fait un cocktail et intéressant. Donc la preuve, l'ombre animale que vous avez en main, rend bien compte de ce cocktail, de ma rencontre avec la langue française et puis mon imaginaire caribéen, créole, latino-américain, surréaliste, le surréalisme, le réalisme merveilleux, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour James et Mackenzie? Non. Mais vous étiez super, c'est bon. Moi j'avais une dernière question, une dernière interpellation. C'est en fait, en vous lisant, j'ai pensé à un recueil de poésie, enfin un manifeste de poésie qui a été présenté par notre chroniqueur poésie, nous, sur Ernest, et je voulais vous en dire un extrait et puis vous faire réagir tous les deux pour que vous me disiez ce que vous en pensiez. Mais pour moi, la poésie est cette utopie, cet entêtement à ne pas se résigner devant la justice, à ne pas abdiquer face au pouvoir. Dire qu'une autre manière de vivre doit être possible, qu'une autre façon d'exister ensemble doit être possible. Non plus une poésie dans les marges, dans les périphéries, mais une poésie au centre des choses, au cœur des êtres. Revendiquer et assumer la centralité de la poésie, de la création dans la vie des êtres, afin qu'à leur tour, les êtres puissent apprécier l'étendue
des possibilités qu'offrent la poésie et la création pour une refondation complète de leur vie. C'est tiré de Sortir de l'abîme de Seamus Dactekin qui est paru au Castor Astral. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, quand j'ai lu vos livres, quand j'ai lu vos poèmes, ça m'a fait penser à cette interpellation de Seamus Dactekin. Moi, ça me fait penser à un poème, et c'est pas par nombrilisme, mais c'est moi qui l'ai écrit. Et en fait, moi, j'aime pas tellement l'idée de la poésie du centre, de la périphérie. La poésie doit être partout, et puis surtout sortir de là où on l'attend, c'est-à-dire cette histoire de les poètes qui évoluent dans notre soi et qui parlent de poésie. Bon, c'est pas intéressant comme ça, mais en même temps, je comprends son colère. Voilà, le poème auquel je pense, voilà, c'est un jour, la poésie sortira du marché de la poésie. La poésie sortira de sa tanière et prendra la route toute seule, comme une grande. Ce sera un jour de fresque, un jour peint sans chevalet, avec des nuances hautes en couleur. Ce jour se boira clair comme une source, se mangera par grappes mûres de fruits. De beaux fruits qui exploseront de rire dans le jus de la bouche. L'horizon se donne couché en toute déraison devant la phrase. Un jour viendra où les muses poseront nœuds pour les poètes. Indésiré. Bravo. Mackenzie, ouais. C'est intéressant. Et non. Oui, non, mais c'est très intéressant le travail, enfin, le rapport au temps dans le poème de James Noël. Il dit un jour, mais c'est aujourd'hui ce jour, c'est maintenant, c'est l'instant présent parce que la poésie est déjà sortie. La poésie n'est déjà pas tout ce que vous voulez qu'elle soit. C'est-à-dire une responsabilité, une mission. Voilà, c'est pas ça la poésie. Peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est, mais je pense qu'il faut lire, écrire vraiment la poésie sans poser de questions. Voilà. Même ça comprendre, il faut peut-être se sentir parfois, mais comme ça. Faut lire la poésie. Eh bien voilà, je pense que c'est une belle conclusion pour cette rencontre. James et Mackenzie sont en dédicace cet après-midi, je crois, donc allez les voir, vous vivrez des moments exquis et poétiques, donc allez les voir. Merci à tous, merci à vous tous. Merci à vous.